Salut, voici la vidéo qui nous reste pour réviser la première année de Batibac. Et c'est la vidéo qui va nous faire parler, discuter ses souvenirs de la Deuxième République française et le Second Empire. Donc on va s'occuper de la période 1848-1870. Nous allons analyser aussi ces deux régimes politiques qui sont si différents, il faut le dire, mais qui ont laissé les deux des traces importantes dans l'histoire de la France. Donc voilà l'intention de faire une révision générale de cette étape à travers la présentation qu'on utilise normalement en cours. Et avec cela, voilà, que vous ayez l'opportunité de réviser, de bien réviser cette matière. Alors, si on commence par la Deuxième République française, bien évidemment, il faut faire référence à la période qui précède cette République, c'est-à-dire la monarchie de Juillet qu'on a discuté auparavant dans la dernière, la vidéo précédente. Et il faut dire que que la monarchie elle tombe à cause d'une révolution populaire qui va avoir lieu en février 1848 et cette révolution qui s'explique donc par plusieurs facteurs parmi lesquels pour le généraliser et simplifier parce qu'on a déjà travaillé cela, les crises qui font tomber la monarchie de Juillet, des crises liées au suffrage et des crises de légitimité et encore une crise sociale. On peut dire donc que ça, c'est le scénario de la révolution de février 1848, les scénarios qui sera profité notamment à Paris et dans d'autres grandes villes de la France pour proclamer ce qui sera la Deuxième République française, une république de courte durée parce qu'elle ne durera que 4 ans et on peut dire de démocratie effective pour les dire comme ça 3 ans parce que le dernier an est là on peut dire juste après les coups d'état du président de la République, le Napoléon Bonaparte, comme on verra tout à l'heure. Mais bon, en tout cas, c'est une République qui nous parle d'une société assez polarisée, mesures déjà qui ont une différenciation idéologique et un contraste idéologique entre les différents blocus socio-politiques et idéologiques de la société, qui nous parle déjà d'une nouvelle société industrielle, avec ses contradictions et donc aussi avec ses problématiques nouvelles. Et c'est donc une période courte mais intense et qui va nous apprendre pas mal de choses de comment va se développer le 19e siècle en France, dans ces cas, mais aussi en Europe et dans le monde entier, tout entier. Donc voilà, la République française est proclamée et il faut dire que, en fait, je vous ai déjà dit que la Deuxième République est née d'une révolution populaire, des barricades, encore une fois, à Paris. Et en fait, c'est à cause de cela, de ces caractères populaires, notamment dire ouvrières et réformistes, que les débuts, notamment le premier pas de cette république, dans son caractère provisoire encore, seront de pas dominés par un gouvernement provisoire qui aura, bien évidemment, un fort caractère ouvrier et réformiste. On le verra notamment à travers les mesures qui seront prises. La foule, la masse, notamment parisienne, commence à s'impliquer, s'intégrer, à demander, exiger de participer à la vie politique, et tout cela doit se traduire par des changements, d'accord, des changements qui vont avoir lieu, mais spoiler alert, pas pour longtemps, d'accord, parce que le changement, les dérives idéologiques sous la Deuxième République vont empêcher une certaine stabilité qui puisse garantir la mise en place des mesures proposées par le gouvernement provisoire. Le drapeau rouge, on dit, devient un symbole du moment, le drapeau rouge qui va devenir petit à petit les symboles de la classe ouvrière, de la lutte sociale, de la révolution sociale, etc. Bon, on peut dire que les idéaux de 1848 sont très liés aux idées de république universelle, démocratique et sociale, et des nations aussi. Ici, il y a une œuvre de Soriot qui fait une série de gravures qui représente un peu cet utopisme idéalisé de la période ou qui précède, on peut dire, la prise de conscience de la classe travailleuse, de la classe ouvrière. Et en fait, c'est une période qu'on va voir
les changements qui se passent en France, le caractère révolutionnaire de la France. Ce n'est pas un caractère exclusif de la France, mais on est dans un contexte, comme on verra en fait tout à l'heure, européen de forts changements, de révolution libérale, mais aussi libérale progressiste, et en même temps aussi de prise de conscience de la classe travailleuse, ouvrière, du prolétariat. En fait, février 1848, c'est la date que le manifeste du Parti communiste, écrit par Friedrich Engels et Karl Marx, a publié. Donc, on commence déjà à parler de ces nouveaux mondes qui commencent à sortir, à se présenter dans les contextes des effets de la révolution industrielle et de ce capitalisme industriel qui, bien évidemment, va toucher la France. Mais bon, en tout cas, on peut dire que les idéaux de la Deuxième République sont ceux d'une République universelle, démocratique, sociale et des nations. Alors, si on continue, comme je vous ai dit en fait tout à l'heure, le contexte européen de 1848 est expliqué d'un côté par la prise de conscience ouvrière et par des réunions qui commencent à avoir lieu. On est aux portes de la première internationale qui va se célébrer à Londres. Et comme je vous ai dit, en février 1848 est publié le manifeste du Parti communiste qui demande aux ouvrières de s'unir parce que c'est la seule lutte nécessaire de ceux qui sont précaires, de ceux qui habitent dans des mauvaises conditions, ceux qui sont les victimes, on peut dire, d'une exploitation liée au travail et à la propriété des moyens de production de la bourgeoisie, des patrons. Ce sont les ouvrières qui doivent se soulever pour arriver à des nouvelles étapes sociales et politiques qui doivent garantir sa liberté et son indépendance totale. Voilà, c'est ça. En même temps, comme j'ai déjà dit, c'est le contexte des printemps de peuple, c'est-à-dire une série de... voici les exemples, quelques exemples, il y en a d'autres, mais des exemples de comment dans les grandes villes, dans les concentrations urbaines, des changements sont proposés par des vagues de protestations, des révoltes contre ce qui reste encore de la monarchie autoritaire absolue, en demandant, voilà, en général de la reconnaissance pour la nation, de la souveraineté nationale, et donc le début, de manière presque automatique, des processus constituants pour garantir voilà, cette souveraineté nationale. Si on parle de la France, on verra que la révolution de février, qui a un fort caractère populaire, ouvrière, réformiste, va permettre la mise en place d'un gouvernement provisoire, profitant les vides de pouvoir qui a laissé le départ de Louis-Philippe Ier. Alors, ce gouvernement va avoir une composition très intéressante, diverse. Ce gouvernement est formé par des républicains modérés, des socialistes, comme Louis Blanc par exemple, il va jouer un rôle très important dans la première partie de la République, des démocrates sociaux comme les Rollin, ou bien des représentants de la société civile, des journalistes, des ouvrières, comme l'ouvrière Albert, qui est les tout premiers membres d'un gouvernement, même provisoire, et député, si je ne me trompe pas, dans l'avenir, et qui sort du milieu du travail, d'accord? C'est quand même donc une anecdote, parce que ce n'est pas la normalité, mais qui explique déjà un peu le chemin, le parcours que ces mouvements va essayer de suivre. Alors, ce gouvernement provisoire, il est connu, il est important parce qu'il décide en février, mars, une partie d'avril, quand il contrôle la situation, on peut dire sur Paris, notamment sur la capitale, de mettre en place des mesures qui sont considérées démocratiques et sociales, c'est-à-dire des mesures qui garantissent la participation de la plupart de la population possible, les hommes dans ce cas, il faut le dire, mais aussi sociales parce que elles envisagent des processus de transformation liés aux structures de la société qui doivent garantir en fait une meilleure répartition de la richesse par exemple ou des conditions de vie plus dignes pour la plupart de la population là-bas. Voilà, c'est ça un peu. Donc, ces caractères démocratiques, on peut le voir traduit par exemple dans des mesures comme les suffrages universels masculins, l'abolition de l'esclavitude dans les territoires coloniaux, dans les colonies, ou bien les libertés publiques, ou encore le droit au travail et la limitation de la journée de travail. Donc, il faut dire que ces gouvernements
détermine le début de la République comme un début, comme un commencement des premiers pas qui ont un fort caractère démocratique. Les suffrages universels masculins, l'abolition de l'esclavage, les rétablissements des libertés publiques et les droits au travail, l'affirmation de droits au travail, ce qui est très important, en témoigne, voilà, une volonté de pas tout simplement transformer le régime ou changer le régime d'une monarchie à une république et voir ce qui se passe, mais d'établir de base des axes, des noyaux qui doivent garantir la construction de quelque chose qui soit vraiment différent, pas seulement sous la forme, mais aussi dans les contenus, dans l'essence, dans la nature. Voilà. Donc, la Deuxième République, en fait, elle tourne à gauche à travers son gouvernement provisoire. Et un exemple très, très clair est la création de la Commission de Luxembourg, un groupe de travail qui s'emploie en fait à résoudre la question sociale, le chômage provoqué par la révolution, par la crise de la monarchie de juillet, aussi il s'agit d'une période de mauvaise récolte, donc il y a des phénomènes liés, par exemple, comment dire, à, à l'exode rural, c'est-à-dire pas mal des populations que de la campagne va voir si la vie elle est possible dans les villes, et donc il y a une mobilisation, un nombre élevé de personnes qui arrivent de la campagne pour aller vivre et travailler dans les villes, et cela concentre pas mal de travailleurs qui se trouvent au chômage parce qu'il n'y a pas de travail disponible pour tout le monde. Donc c'est une affaire sociale, c'est une question sociale, et le gouvernement provisoire va s'employer, va travailler, va s'efforcer à résoudre cette question. C'est qui est quand même historique et assez révolutionnaire, il faut le dire, parce que c'est un gouvernement qui utilise des moyens publics, des moyens gouvernementaux, des moyens exécutifs pour résoudre des questions comme le chômage. On peut dire que peut-être la toute première politique publique liée au chômage ou à la question de meilleur répartir ou distribuer la richesse disponible, voire les travail et les salaires. Donc voilà, c'est en fait ce que la Commission de Luxembourg s'emploie à faire à travers les ateliers nationaux, des groupes de travail qui vont essayer d'employer voilà les ouvrières qui sont au chômage. Cependant, il faut le dire, on parle de ces gouvernements provisoires, c'est un gouvernement qui a un caractère provisoire, il faut donc donner un caractère définitif ou légal, officiel à ces gouvernements. Voilà donc que une des mesures nécessaires exigées au gouvernement provisoire est celui de convoquer, de faire appel à des élections législatives et constituantes pour créer une assemblée qui doit bâtir le régime. Et c'est là qu'ont lieu les élections de printemps 1848. En avril 1848, des élections célébrées, et c'est là qu'il commence ce qu'on appelle la dérive conservatrice, c'est-à-dire une domination persistante et à chaque fois plus importante de l'idéologie la plus conservatrice, donc la plus autoritaire, la moins progressiste, la moins démocratique, ce qui fait changer l'idéologie, donc même le but, l'objectif de cette république qui commence avec un fort caractère populaire, mais qui va mourir par un coup d'État et une dictature, on peut dire, autoritaire. Voilà. Donc, par exemple, cette dérive conservatrice, ces changements de direction conservateur, va s'expliquer, par exemple, par une décision de arrêter les réformes, limiter les réformes proposées par le gouvernement provisoire, en particulier la fermeture de la Commission de Luxembourg et les ateliers nationaux. Donc ces groupes de travail publics payés par le gouvernement dans le but de réduire et limiter les chômages. Voilà, c'est ça. Voici en fait le résultat de l'élection dont on vient de parler, printemps 1848. Il y a une vaste majorité, il faut dire, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de parti. Ce sont des estimations qu'on fait à partir des idéologies des députés et de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, mais c'est qu'on peut constater qu'il y a une vaste majorité, qui n'est pas une majorité démocratique, c'est-à-dire une vaste majorité républicaine modérée conservatrice, et puis une importante représentation du Parti de l'Ordre, un parti qui est composé par des monarchistes et des bonapartistes notamment. D'accord? Parmi lesquels, par exemple, il y a Victor Hugo.
d'accord, écrivain, les célèbres écrivains français qui va devenir député en fait de la Deuxième République française. Alors, la fermeture, la suppression de la commission de Luxembourg et la fermeture des ateliers nationaux, elle s'explique parce que, en fait, les ateliers nationaux sont un lieu de prise de conscience très important pour les ouvriers à l'époque. Si on compte, non, si on garde, si on considère que la plupart des ouvrières, peut-être à l'époque, savent pas lire, par exemple, euh, c'est réunir chaque matin dans les chambres des Mars, si je ne me trompe pas, c'était là le lieu de réunion à Paris, devant la où il y a aujourd'hui la Tour Eiffel à peu près, il y a l'académie militaire, ils se réunissaient là et, et, et donc vous avez des milliers d'ouvriers qui se rassemblent dans un même endroit pour réclamer du travail et après être distribués dans les ateliers nationaux. Si vous voulez faire un discours d'idéologie, on peut dire socialiste par exemple, n'oublions pas que le manifeste du Parti communiste a déjà publié ce même février, c'est un endroit idéal, précis. Donc, on peut dire, les ateliers nationaux, au-delà d'être une politique publique menée par un gouvernement provisoire de fort caractère démocratique, c'est aussi un espace de socialisation et de prise de conscience ouvrière. Voilà pourquoi on peut dire que les ateliers nationaux sont vus comme une menace à un certain ordre établi, à un certain ordre public. C'est pourquoi cette nouvelle majorité conservatrice, qui n'est pas donc une majorité démocratique comme la composition majoritaire ou essentielle ou plus importante de ce gouvernement provisoire, décide de fermer la commission et les ateliers nationaux. D'accord? Donc les ateliers nationaux sont fermés le 16 mai 1848. Là, c'est expliqué un peu ce que je viens de dire à travers un dialogue imaginé entre Louis Blanc, les députés socialistes, et les comtes de Falloux, un député monarchiste du Parti de l'Ordre, qui va devenir plus tard ministre de l'instruction publique et donc créateur de la loi Fallou, la loi d'éducation importante une loi importante qui explique la dérive conservatrice, on le verra plus tard. Mais bon, en tout cas, les ateliers nationaux sont supprimés. La réaction des ouvrières, de ceux qui se bénéficient des ateliers nationaux, est bien évidemment de faire ce qu'ils ont fait il y a quelques mois, c'est-à-dire de barricades, c'est révolutionnaire contre le gouvernement cette fois-ci, conservateur qui sort des élections et notamment contre sa décision de fermer la télé nationale. C'est ce qu'on appelle les journées des juin 1848, des journées très dures parce que la répression cette fois-ci, elle a été dure et terrible contre les ouvrières. On compte en fait de 3000 à 5000 ouvrières morts, 25 000 prisonniers, des fusillés, voilà, des chiffres en fait un peu non, qui dansent un peu, mais un nombre très important de gens qui ont fait la révolution des févrières et qui ont donc fait possible l'officialisation, la mise en place de la République, mais qui après, en réclamant ces droits selon eux essentiels, le droit au travail, ce qui est proclamé par les gouvernements provisoires, seront cette fois-ci réprimés. Parce que la situation, elle a changé, il faut assurer la République et il faut assurer, selon ceux qui sont au pouvoir à ce moment-là, une République plutôt conservatrice ou modérée, où les ouvrières doivent occuper sa place dans le système qui est celle de travailler en échange d'un salaire et on verra comment on gère la situation. Mais en tout cas, les journées des juin, ce sont des journées terribles qui vont impacter de manière importante la vie politique et sociale de la Deuxième République française. La République, elle est officialisée quelques mois plus tard à la célébration à travers sa constitution, qui est une constitution qui détermine que la République, elle est indivisible, et bien évidemment, elle est présidentialiste, c'est-à-dire une république qui va avoir un chef de l'État qui sera choisi directement par les hommes français au suffrage universel masculin. Elle garantit la constitution de la République, une séparation absolue des pouvoirs entre législatif, exécutif et judiciaire, et elle ressemble les droits et les devoirs aussi des citoyens. D'accord. Pour voilà remplir cette élection présidentielle,
il faut célébrer une élection présidentielle. C'est-à-dire, cette figure présidentielle, il faut célébrer une élection présidentielle, et à l'élection présidentielle va se présenter Luis Napoléon Bonaparte, qui allait être député du Parti de l'Ordre, on peut dire du côté du Parti de l'Ordre. Il a été toujours une figure un peu ambiguë dans ses sens et au niveau idéologique. Il a joué un peu les discours, rattrapé tout. Il les faisait entre les députés. Il va les faire aussi dans on va dire, dans la campagne électorale. En tout cas, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir et de voir que en décembre 1848, il y a la célébration de cette élection et que c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui va écraser, vaincre avec une distance brutale Eugène Cavaignac, le candidat plutôt, on peut dire, de Montsoc. Lui, Napoléon Bonaparte va devenir donc le président de la République française. Le tout premier président français élu au suffrage universel masculin, et donc le premier président élu directement par la citoyenneté, les hommes, les citoyens, donc en France. D'accord. Le suivant sera en fait Charles de Gaulle. Donc voilà, quand même une élection historique. Voilà. Napoléon du peuple, champion de la droite, candidature attrapée, d'accord. Voilà. Il faut dire que de cette première élection qu'on a déjà vue, il va y avoir une deuxième élection, ce qui est expliqué un peu par cette transition un peu faible, il faut le dire, mais en tout cas, il y a des nouvelles élections législatives en mai 1849. Voilà, il y a des différentes explications à la célébration de ces nouvelles élections. On peut se demander, mais pourquoi des nouvelles élections? D'abord parce que la première assemblée, elle a une tâche constituante. La Constitution vient d'être publiée, donc elle doit se dissoudre et convoquer une nouvelle. Ça, c'est une version. Il y a encore une autre version qui explique la nécessité de profiter de la popularité de Napoléon Bonaparte pour rétablir la structure et la filiation, on peut dire, les groupes auxquels les députés peuvent appartenir avec de nouvelles élections qui doivent garantir une majorité du Parti de l'Ordre, qui est au début le parti qui soutient Luis Napoléon Bonaparte, si bien, il faut le dire, ils vont terminer en dispute et en discussion, et en fait en conflit ouvert, d'accord. Mais bon, les élections se célébrées en 1849, et cela nous laisse un pouvoir exécutif dirigé par Luis Napoléon Bonaparte, un pouvoir législatif dominé de façon absolue par le Parti de l'Ordre. Les démocrates qui ont augmenté un peu sa participation par rapport aux élections précédentes, et donc qui devient petit à petit une menace. En fait, cette situation-là, elle peut expliquer la continuation de la dérive conservatrice. On a commencé en parlant de la dérive conservatrice avec la fermeture des ateliers nationaux. On va continuer à parler des dérives conservatrices à partir de cette élection et avec des nouvelles mesures. D'accord. En fait, deux mesures. La première est une mesure qui fait référence qui s'emploie ou qui est utile à limiter les suffrages universel masculin sans les supprimer, d'accord. C'est une garantie constitutionnelle. On ne peut pas supprimer les suffrages universels masculins, mais on peut les limiter à travers une commission, donc un groupe de travail, qui va réviser la loi électorale et qui va endurcir les conditions des votes, d'accord. Les votes, il est lié à la démonstration de tous les électeurs qui doivent démontrer qu'ils habitent dans les mêmes endroits depuis, à l'époque c'était je pense 6 mois, et les durcissement des conditions de vote a fait augmenter la nécessité de démontrer qu'on habitait au même endroit depuis 3 ou 4 ans. D'accord. Je me souviens pas plus, mais ce n'est pas important. En tout cas, ce qui est important, c'est que les conditions pour voter ont été endurcies. D'accord. En fait, cet endurcissement de vote ne sera jamais mis en place parce que il n'y aura plus d'élections. Il y aura que 2 plébiscites et le coup d'état de Napoléon Bonaparte. Mais bon, en tout cas, mai 50, les durcissements de la loi électorale. Donc on voit déjà une tendance au conservatisme. Et encore une loi, la Fallou, qui est la loi proposée par le ministre de l'Instruction, les comptes des Fallou, qui, en fait, c'est une loi quand même intéressante parce qu'elle établit l'obligation de l'éducation pour tous les enfants, mais en même temps, elle libéralise, pour le dire comme ça, l'éducation, c'est-à-dire l'État, elle doit s'occuper que tout le monde reçoit une éducation, mais l'éducation, elle peut être choisie par le parent ou selon, je sais pas, d'autres circonstances. En tout cas, ce qu'il fait, c'est de
faciliter et rendre l'enseignement notamment religieux. Parce que la religion, les congrégations religieuses, catholiques en particulier en France, en Europe, à ces moments-là, bon, dans la région de l'Europe, et sont plus, voilà, ce sont les seules institutions qui ont la capacité, parce qu'elles ont la tradition et elles ont les coutumes de le faire, le mœurs de le faire. Et donc, la religion catholique est la seule qui peut assurer, offrir une éducation certainement stable aux citoyens. Donc, à la fin, la loi Fallu, elle garantit la liberté religieuse, c'est-à-dire elle garantit que l'éducation, elle sera accueillie dans la majorité des cas par les congrégations religieuses. Donc, on fait c'est un peu comme la révision de la loi électorale, elle ne peut pas supprimer les suffrages universels, mais va les limiter d'une manière que qui ne peut pas démontrer qu'il habite dans la même maison depuis 2 temps, qu'il n'a pas une propriété. Ce sont les ouvrières, les couches populaires, donc les électeurs en puissance non, des Moxoc. La même chose avec la loi Fallu. On peut pas dire l'éducation doit être religieuse, mais l'éducation doit être obligatoire et vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans cette situation-là, bien évidemment, c'est la religion qui va profiter de la situation et qui va devenir donc dominatrice de l'éducation. Pendant quelques temps, il faudra attendre à la loi d'instruction publique du premier gouvernement républicain de la Troisième République, 1881, gouvernement Jules Ferry, et à la loi d'instruction publique, qui est une loi déjà qui établit que l'éducation doit être obligatoire, gratuite et laïque. Laïque, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on voit une dérive conservatrice de la Deuxième République française. Et la dérive, elle culmine avec les coups d'État. Les mandats de Napoléon Bonaparte allaient finir en 1852. Déjà en 1851, il demande de modifier la constitution de la République pour qu'il puisse se présenter une deuxième fois. L'Assemblée, qui est à majorité du Parti de l'Ordre, mais qui commence déjà à se méfier de la figure, qui en fait déjà commencé à se méfier de la figure tout puissante de Napoléon Bonaparte et de son jeu attraper tout populiste, dit non. Dit non, directement. Donc on va nier la modification de la Constitution. Luis Napoléon Bonaparte, ni corto ni perezoso, décide de réussir son objectif, arriver à là où il veut arriver, atteindre ses objectifs, et il va faire un coup d'État. Il va organiser un coup d'État qui est triomphal, qui est accompagné de quelques journées de répression, et qui, dans un peu l'impuissance de l'opposition, va s'affirmer et il va continuer à la présidence de la République, même après les coups d'État, jusqu'à l'année 52. Et quand son mandat il termine, il fait la modification de la Constitution par décret, et en fait, il proclame le Second Empire, il se proclame empereur, et à travers des plébiscites, il commence une nouvelle période. Donc, le 2 décembre 1851, c'est la date du coup d'État. Juste une année plus tard, le 2 décembre 1852, c'est la proclamation de l'Empire. Il est proclamé Napoléon III, et c'est la mort, en fait, d'une république qui est courte, mais qui est intense, qui expérimente des forts changements idéologiques et politiques, mais qui ne sert vraiment à enraciner, quand même il le semble, l'esprit républicain. Il faudra attendre à la fin du Second Empire et la proclamation de la Troisième République dans les contextes de la guerre franco-prussienne pour comprendre, ou pour observer les racinements de la République en France sous la Troisième. D'accord. C'est un peu ça. Voilà, des images de lui Napoléon qui se promène autour de Paris. Ça, c'est une lithographie pendant les barricades. Voilà, les décrets du coup d'État, d'accord, fait au palais de l'Élysée le 2 décembre 1851. Napoléon Bonaparte, c'est le tout premier président de la République à habiter le palais de l'Élysée. Même aujourd'hui, le président de la République habite et travaille au palais de l'Élysée. Et voilà, ça c'est une gravure du coup d'État qui représente les coups d'État vus par l'opposition. Voilà, Napoléon Bonaparte accompagné de la mort qui vient de passer dessus la République et donc la faire tomber, la liberté.
qui poursuit son rêve de dynastie, voilà un peu, voilà c'est en fait c'est une gravure allemande. Luis Napoléon Bonaparte devient, je ne veux pas être là, Luis Napoléon Bonaparte devient Napoléon III. D'accord? Donc voilà, la victoire, les cadavres, les conséquences et la violence. Et voilà les plébiscites. D'accord? Un élément de légitimation qui sera très utilisé par Luis Napoléon Bonaparte et par Napoléon III, à le moment que l'empire sera proclamé, ou sa personne, il sera proclamé comme empereur, et voilà, ça sert à légitimer, à démontrer qu'il reçoit les soutiens du peuple français, si bien les conditions dans lesquelles les plébiscites sont célébrés sont quand même redoutables et compliquées. Voilà. Datus Deo, et voilà, c'est ça. Alors, on peut dire que le Second Empire français existe à partir du coup d'État de 1851, c'est le coup d'État triomphal, et une année plus tard, la proclamation de l'Empire et la mort de la République. D'accord? Voilà. Donc, là, je vais aller assez vite avec les Seconds Empires parce que je pense qu'il est assez facile à aborder du point de vue de la structure et l'organisation de sa chronologie et de ses étapes principales. Il y a 2 étapes principales, donc je vais expliquer les 2 étapes principales, l'objectif de chaque étape et les éléments les plus particuliers. D'accord? Pour ne pas faire une vidéo trop longue, que je pense que je l'ai déjà, mais pour empêcher cela. Alors, il y a une première partie de l'Empire qui est l'Empire autoritaire qui se déroule à peu près entre l'année 1852, le moment de la proclamation, et le 1860. C'est l'année de la signature du traité de libre commerce avec le Royaume-Uni. Donc, on appelle, les historiens appellent l'Empire autoritaire parce que c'est un empire qui est marqué par la restriction des libertés, par les contrôles de la presse, la pression sur l'opposition, et même par la mise en place et donc la légifération de lois oppressives comme la loi de sécurité nationale qui voit la lumière en 1858, même si la pratique qui est établie dans cette loi, elle se fait déjà depuis le coup d'État, même, donc en 1851. Et à la fin, donc cette politique restrictive, autoritaire, répressive, elle a un objectif très clair, et c'est lui d'assurer la mise en place du régime, affirmer le nouveau régime, contrôler les forces de l'opposition pour affirmer ces régimes. D'accord? C'est donc une pratique qu'on peut voir, on peut comprendre comme une pratique assez normale dans tous les régimes qui veulent s'installer, se proclamer après une période en particulier démocratique et qui sert donc à assurer la continuité et la mise en place de la dictature. Autoritarisme et répression, ce sont les moyens de cette première partie de l'empire autoritaire. Cependant, il y a une deuxième, on peut dire une deuxième partie de cet empire qui est l'empire libéral, un empire qui va de l'année 60 jusqu'à l'année 70, c'est-à-dire la fin de l'empire. Dans cette partie, l'empire libéral ou l'empire qui s'ouvre, on voit que la tendance, elle change. Ce n'est pas que l'empire devient une démocratie libérale d'un jour à l'autre, mais l'empire, l'empereur, les responsables de l'empire, l'autorité impériale, elle s'occupe à montrer une image différente. On commence par exemple par une orientation vers les parlementarismes, dans le sens que on a réformulé la Constitution, l'empereur accepte de partager l'initiative des lois avec un corps législatif, attention, un corps législatif qui est choisi par les suffrages universels, mais qui est très limité à la volonté de l'empereur. L'empereur concentre les pouvoirs, il faut le dire comme ça, parce que c'est comme ça. Et voilà, il y a en fait la mise en place d'un nouveau ministère à tendance libérale. On essaie donc de changer un peu l'image d'un empire qui a dû mettre en place des mesures répressives, de la censure, de la pression sur l'opposition pour assurer sa mise en place. Une fois l'empire est assuré, après 10 ans de fonctionnement, l'empire, on peut dire, il doit payer un prix, c'est la fatigue, c'est les mécontentements, la méfiance d'une population qui voit l'empereur faire ce qu'il veut. Alors c'est le moment d'ouvrir
s'ouvrir et de montrer un visage plus aimable, pour le dire comme ça, d'accord? L'objectif, en fait, de cette partie de l'Empire, la grande ligne politique se base à accroître la popularité du régime, d'accord? Et en fait, il y a ce qui est justifié, aussi utilisé comme justification, ce sont les résultats dans les plébiscites qui seront convoqués. Il y en a plusieurs qui sont convoqués tout au long du Second Empire, du régime politique, par Napoléon III pour démontrer que le peuple français s'effédère à la cause de son empereur, à la cause du Second Empire, d'accord, et qui est donc favorable à la politique. Il faut toujours faire une lecture critique avec ces résultats parce que les gens ne peuvent pas voter en liberté et donc ouvertement, librement, sous un régime répressif qui se base en fait à l'accumulation, à la concentration de pouvoir et à l'utilisation de la répression comme moyen d'imposition politique. Et voilà. Ça, c'est les résultats des plébiscites. Donc, il y a des éléments très intéressants, comme par exemple que en Île-de-France, de la région marseillaise, les votes non, qui ne sont pas d'accord avec la politique mise en place d'ouverture par les Second Empire en 1870, illustrent déjà une petite opposition croissante, donc une petite organisation, et on a les grandes régions urbaines de la France, voire Toulouse, Bordeaux, Nantes, etc. Il y a déjà un petit refus, un petit rejet peut-être à la politique impériale. En fait, on commence déjà à voir comment rapidement les vide de pouvoir provoqués par la défaite de l'Empire sera occupé par un gouvernement provisoire, gouvernement de la défense nationale, à fort caractère, qui est composé en fait par l'opposition républicaine sous le Second Empire. Il faut aussi dire que l'Empire libéral s'occupera de réformer l'économie et d'ouvrir l'économie française au monde, au capitalisme industriel qui est en train de se développer à une vitesse brutale dans ce moment-là. Et en fait, l'Empire va participer à cette ouverture au capitalisme, embrasser les capitalismes industriels en France à travers les investissements, par exemple des investissements dans les infrastructures ou la signature, comme j'ai dit, parce que on considère que c'est ce qui ouvre la période libérale, les traités de libre-commerce, la signature d'un traité de libre-commerce avec le Royaume-Uni en 1860, d'accord, de la même façon que l'ouverture politique veut accroître la popularité, l'ouverture économique, elle veut aussi grandir un peu la base du soutien, et donc aussi inviter au peuple qui voit voilà l'économie croître, grandir, et les conditions de vie s'améliorer, peut-être, notamment la bourgeoisie, la petite, la moyenne et la haute bourgeoisie, voilà. Rejoindre la cause de l'Empire et la politique en fait de Napoléon III. Donc, en somme, là c'est un résumé en fait, empire autoritaire, 52-60, assurer l'autorité, empire libéral, 570, accroître la popularité. C'est très synthétique, c'est très général, mais ce sont les idées, on peut dire qu'après il faut justifier, il faut expliquer pour bien comprendre l'évolution politique de l'empire, du second empire français, d'accord? Des traits caractéristiques de l'empire. Voilà, il y a une aigle là, l'aigle impérial. Je me mets là, au milieu. Des traits caractéristiques de l'Empire, la Constitution de 1852, qui parle d'une démocratie incarnée en une seule personne, contradiction brutale, mais qui présente dans la Constitution au période du Second Empire, la Constitution de 1852, qui s'est fait sur la base, il fallait dire, de la Constitution de 1848, parce que, en fait, Napoléon III, il fait confiance à la légitimité qu'il a reçue dans l'élection présidentielle de 1848. Non, il utilise ce soutien majoritaire du peuple français comme élément de légitimation, même après, pendant le Second Empire. Les princes-présidents concentrent les pouvoirs. La souveraineté populaire, elle est reconnue, mais elle ne s'exprime qu'à travers des plébiscites, donc de consultations, de référendums, oui, non, pas des élections et la conformation, donc des gouvernements et d'un pouvoir exécutif et législatif selon les suffrages. Et puis une politique extérieure européenne très active. C'est vrai que Napoléon III va faire participer la France
ses armées et ses citoyens dans pas mal de conflits en Europe, comme par exemple la guerre du Crimée avec une coalition ottomane, britannique et française contre l'expansion russe dans la mer Noire. Euh, la France qui participe aussi de manière importante, très importante, clé même, dans l'unification italienne, ou par exemple l'expédition du Mexique, on va pas discuter ici, mais qui existe encore, d'accord? Et voilà, en fait, c'est un pays, pendant les années du Second Empire, de transformation vers la modernité, d'accord? Les chemins de fer, les ports commerciaux, et puis aussi à Paris en particulier, la remodélation, les renouvellements, la transformation en fait de Paris menée par le préfet, les barons de Haussmann, voilà, qui en fait laissent des traces évidentes qui sont encore aujourd'hui très significatives de la capitale française, de Paris, comme la place de l'Étoile, la place de l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, les bâtiments typiques de la période des styles Second Empire, on dit même des ponts sur la Seine, voilà. Donc des éléments, des traces qui persistent, d'accord? Ou bien d'autres projets internationaux, comme par exemple celui mené par des hommes des business importants français comme Ferdinand de Lesseps, et qui fait participer, en fait, ces entreprises participent au canal de Suez, à la construction du canal de Suez, qui est très important pour l'économie européenne et méditerranéenne de l'époque. Et voilà, on peut dire que tout cela et cette transformation vers la modernité qui s'opère même sous le Second Empire, une dictature à la fin, c'est fait dans un contexte de révolution industrielle et donc de croissance économique, de transformation sociale et économique qui explique en fait on va dire la prédominance du capitalisme, des investissements étrangers, donc d'une période on peut dire même d'optimisme, mais qui réveille aussi, il faut le dire, à chaque fois de manière plus importante des contradictions sociales très fortes, d'accord? Et ce sont en fait les ouvrières et les couches populaires qui vont choisir la seule voie possible, qui est la protestation radicale, l'insurrection, les soulèvements. On le verra plus tard, très peu plus tard, en fait, dans l'expérience de la Commune de Paris en 1871. Voilà. Donc, comment on termine le Second Empire? Pour voir la fin du Second Empire, il faut comprendre que le Second Empire termine ou est disparu à cause de la défaite dans une guerre. De la défaite partielle, on peut dire, parce que la guerre, elle va continuer, elle sera continuée par le gouvernement de la Défense nationale, qui proclame la Troisième République française et qui continue la guerre, si bien dans des conditions très difficiles. Donc, pour comprendre la fin du Second Empire, il faut faire référence à la guerre franco-prussienne, une guerre qui a été produite à cause de la déclaration de guerre de Napoléon III à la Prusse. Voilà, on peut dire, Napoléon III est motivé par la peur que la Prusse puisse, dans un moment donné, c'est cela là que j'explique ici, à cause de la lutte d'équilibre de pouvoir entre la Prusse et la France, et une situation particulière qui vient d'avoir lieu en Espagne, une révolution, celle de l'année 68, septembre 68, la Révolution gloriosa, qui vient de vider les trônes espagnols. La reine Isabelle II, elle part en exil, donc un gouvernement provisoire, la Junta Suprema Central, qui cherche un candidat au trône espagnol, non, à travers une constitution, celle de l'année 69, qui est très intéressante parce qu'elle est démocratique, elle est libérale, etc. Une bonne version de la paix par la constitution de Cadiz. En tout cas, l'Espagne cherche un candidat. Et qu'est-ce qui se passe dans l'équilibre de pouvoir en Europe? Si la France est capable de mettre un candidat français favorable aux intérêts de Second Empire en Espagne, la France va devenir hégémonique. Même chose pour la Prusse ou les États allemands. Si réussit à mettre un candidat allemand, prussien, au trône espagnol, l'Allemagne, elle va devenir, ce qui va devenir plus tard l'Allemagne, va devenir hégémonique. Donc il y a un équilibre de pouvoir que l'Espagne peut casser pour d'un endroit ou de l'autre. Alors, en tout cas, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse pour empêcher la proclamation de son candidat. Ils ont reçu une information fausse, selon quelques sources que j'ai pu consulter.
Ce que j'explique en cours, c'est que en fait, Napoléon III pensait que le candidat allait être un candidat prussien, favorable à la Prusse, et cela a motivé la déclaration de guerre, mais il va trouver en face ou dans la frontière une armée préparée, déjà préparée pour la guerre, ce qui nous fait penser que Otto von Bismarck, le chancelier prussien, avait tout masqué, avait tout préparé, et donc il attendait tout simplement la déclaration de guerre. En fait, ce qui explique la courte durée de la guerre et la défaite écrasante de l'armée française. D'accord? Alors, la guerre, juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse, qui est dirigée par Otto von Bismarck, et rapidement, en septembre, donc quelques mois encore en été, la défaite et la fin de l'empire de Napoléon III, qui est fait prisonnier pour von Bismarck, et cela signifie une victoire, bien évidemment, Prusse, mais plus tard, quelques mois plus tard, en janvier de l'année 71, la proclamation de l'unité allemande, la proclamation de l'Empire allemand, du Deutsche Reich, du Deuxième Reich allemand. D'accord? Donc la défaite des Cédants et la dernière bataille, les 2 septembre 1870, Napoléon s'est rend et von Bismarck fait prisonnier Napoléon III, c'est la fin du Second Empire. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Bon, à Paris, on peut dire qu'il y a une opposition qui célèbre la défaite de Napoléon III, mais qui n'accepte pas la défaite de la France. D'accord? C'est le Second Empire qui a perdu la guerre, mais c'est pas la France. Parce que la France, elle proclame, à travers le gouvernement de la Défense nationale, à l'Hôtel des Villes de Paris, le 4 septembre 1870, donc 2 jours après la défaite des Cédants, la Troisième République française. Et avec la proclamation de la Troisième République française, commence une nouvelle période qu'on travaillera. Donc vous pouvez travailler avec vos notes de cette année parce qu'on a commencé les cours à Charonne avec la Troisième République. Voilà, la vidéo qui est trop longue encore, mais voilà, j'espère que cela vous aide. Allez, ciao ciao.